deux ou 3 ans. On a chacun eu des postes différents. Aude a beaucoup travaillé sur les enjeux du venture. Moi, j'ai beaucoup plus travaillé sur les enjeux du financement non dilutif, ce qui fait que aujourd'hui, l'objectif de cette masterclass, c'est un peu de brosser l'ensemble de ces dispositifs et de vous expliquer comment vous allez pouvoir être amené à financer votre startup avec les différents acteurs que vous allez rencontrer durant le développement de votre structure. Du coup, l'idée de cette masterclass, ça va être d'abord de présenter rapidement Eldorado, qui nous sommes, et ensuite, voilà, on abordera les financements non dilutifs, la levée de fonds, et on pourra avoir un petit temps de questions-réponses à la fin. L'idée, c'est que cette masterclass, ça soit quand même interactive. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, dans le sens où c'est un sujet qui est extrêmement large et ça va être difficile en 1 heure et demie de aller dans le détail et de traiter tous les éléments et toutes les questions que vous pourriez avoir. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez prendre un temps beaucoup plus long, on partagera à la fin des audits gratuits où vous pourrez nous rencontrer pendant une petite demi-heure pour échanger sur les différents sujets qui sont pertinents par rapport à votre structure. Donc, qui est Eldorado? Donc, nous, très rapidement, on est un cabinet de conseil qui se positionne à 360 degrés sur les enjeux du financement, ce qui signifie que techniquement, dès qu'une boîte a besoin d'argent, nous, on est capable de l'aider sur tous les sujets. Là où on est différent des cabinets de conseil classiques, c'est qu'on se repose sur beaucoup de tech avec une plateforme qui va vous permettre d'avoir accès à notre réseau d'investisseurs pour potentiellement avoir des fonds pour compléter ou démarrer votre tour de levée. Cette plateforme, vous allez tout d'abord devoir créer votre profil. Ensuite, vous allez avoir des links avec des financements publics qui sont pertinents par rapport au niveau de développement de votre structure. Et enfin, il y aura la recherche d'investissement privé. Eldorado, c'est aussi un blog sur lequel on poste énormément de templates et d'articles qui vont pouvoir vous aider dans le développement de votre structure, qui vont en fait regrouper l'ensemble des enjeux que vous pourrez rencontrer. Donc ça peut être lié à des templates de prévisionnel financier, de DEC, de BSR, de table de capitalisation, etc. Donc voilà. Et enfin, le diagnostic croissance, ça, on y viendra à la fin de la présentation. Donc la première chose qu'on voulait évoquer, c'était des petits conseils importants qu'on donne, ils sont assez généralistes pour le pilotage de la structure. L'idée, c'est de se dire que tous les financements qu'on va évoquer aujourd'hui, ça doit être un complément et ça ne doit pas être un objectif stratégique. C'est-à-dire que vous ne devez pas piloter votre boîte pour obtenir ces financements. Le premier financement que vous devez aller chercher, c'est celui de vos clients. C'est le plus important, c'est celui qui va déterminer aussi la pertinence de votre structure sur tous les financements qu'on va aller chercher. Lorsque vous allez rentrer en contact avec des financeurs non dilutifs ou dilutifs, les éléments sur lesquels eux ils vont porter le plus d'attention, ça va être les résultats que vous faites, donc le potentiel client, où vous en êtes dans le développement de votre structure. À passer trop de temps dans la recherche de financement, vous allez délaisser cet aspect entre guillemets commercial et vous allez avoir une boîte qui sera moins pertinente que si vous vous étiez concentré et donc potentiellement vous auriez moins ou pas de financement par rapport à l'autre situation. Donc voilà, l'idée c'est de se dire aussi que le rôle du dirigeant, ça va vraiment être l'anticipation. L'anticipation, pourquoi ces besoins en financement, ils doivent intervenir à des moments cruciaux lorsque vous allez déterminer que votre structure va, dans les prochains mois, avoir la besoin de tels fonds pour soit protéger votre trésorerie ou soit effectuer des phases d'accélération. On ne se réveille pas un matin en disant qu'on a besoin de 30 000 euros, on doit l'anticiper. Et pour ça, vous allez avoir besoin d'une bonne connaissance financière, une bonne connaissance de votre stratégie. Et pour ça, vous allez avoir des documents qui vont être extrêmement importants, notamment le prévisionnel financier que vous allez devoir mettre à jour quotidiennement pour voir où vous en êtes dans vos objectifs et dans la trésorerie de votre structure. Maintenant que ça c'est dit, l'idée, ça va être d'évoquer les 3 familles de financement que vous allez pouvoir rencontrer durant votre parcours. La première, elle est assez connue, c'est les banques traditionnelles. Vous pouvez être amené à travailler avec elles, que ce soit sur la partie professionnelle ou personnelle. Ensuite, les financeurs publics. Donc, les financeurs publics, ça va être assez large. Vous allez avoir BPI France, les aides régionales, l'ADEME et tout ce qui peut être lié à des aides européennes. Donc là, on parle d'acteurs qui sont aussi positionnés sur le non dilutif et qui vont vouloir vous aider dans le développement de votre structure. Enfin, les financeurs privés, là, on est par contre sur du dilutif, ce qui signifie que ce sont des personnes dont c'est le métier qui vont vous donner de l'argent en échange de parts de votre capital,
dans le but de les revendre plus tard pour réaliser une plus-value. Donc cette logique, elle est extrêmement importante. Il y a une grosse différence entre un financeur privé et public, tout simplement par rapport à l'objectif de revente de vos parts, ce qui fait que leur résultat est lié à votre résultat. Contrairement aux financeurs publics ou les banques où c'est de la dette, ils s'en foutent que vous réussissez ou non. L'important pour eux, c'est que vous remboursez la dette qu'on vous a donnée. Un financeur, c'est différent. La prise de risque est beaucoup plus élevée. Maintenant, on va faire un petit focus sur le financement bancaire. Donc, le financement bancaire, il faut savoir que c'est assez difficile d'accès pour les startups qui sont en early stage pour la simple et bonne raison que vous êtes le produit le moins intéressant pour un banquier. Pourquoi? Certes, vous êtes une entreprise, donc sur le papier, vous devriez être plus intéressant, mais vous êtes rarement une entreprise classique, type PME, TPE, qui rencontrent dans la majorité des cas, qui ont par exemple de l'actif. Donc l'exemple que je donne toujours, c'est une entreprise qui est dans le transport et qui du coup doit acheter des camions pour réaliser son activité. Même si elle commence, elle sera facilement finançable par une banque. Pourquoi? Parce que la banque sait que dans le cas où l'entreprise est un échec, elle pourra revendre ses camions pour récupérer une partie du montant qu'elle vous a prêté. Donc ça lui permet de couvrir son risque et de s'assurer qu'il n'y ait pas un défaut de paiement et que dans le cas où il y a un défaut de paiement, elle ne soit pas, elle, lésée par cette situation. Ensuite, et du coup, pourquoi vous n'êtes pas très intéressant? C'est parce que la majorité des startups, vous allez financer de la tech. Ce qui signifie que vous allez financer du dev, de l'algorithme, ce type d'éléments. Et tout ça, ça présente un risque pour la banque, étant donné que dans le cas où il y a un échec, elle n'est pas capable de revendre votre actif. En fait, ça n'a sur le papier aucune valeur. Donc, les banques aujourd'hui, elles sont frileuses à l'idée de se positionner sur de l'early stage, mais elles interviennent quand même dans une logique de limitation des risques. Ce qui signifie que vous ne verrez jamais, tant que vous n'êtes pas rentable, une banque, oui, excuse-moi, vous ne verrez jamais, lorsque vous n'êtes pas rentable, une banque venir vous prêter de l'argent. Elle va en étant la première à prendre le risque. Elle va toujours positionner un effet de levier sur d'autres acteurs. L'exemple qu'on peut donner, c'est par exemple, si demain vous injectez 40 000 euros dans votre structure, la banque va potentiellement vous donner 20 000 euros parce qu'elle sait que vous avez injecté un certain montant. Si BPI France va vous prêter de l'argent, alors la banque est ouverte à vous prêter de l'argent. Pourquoi? Parce que BPI France va garantir une partie du prêt que la banque va vous donner. Tant que vous n'êtes pas dans une logique de rentabilité et que la banque sait que, ne sait pas que vous soyez capable en fait, de rembourser chaque mois vos mensualités, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent dans votre trésorerie, alors ça sera difficile d'obtenir du financement bancaire. Malgré ça, on voit que les structures bancaires, elles font et elles essayent d'accompagner de plus en plus de startups via leurs structures d'accompagnement, incubateurs et accélérateurs, qui sont extrêmement pertinents pour les boîtes qui vont être sur du gros seed série A, donc des boîtes qui sont quand même assez développées, qui ont déjà un market fit avec leurs produits et qui sont dans une logique de déploiement commercial. On remarque quand même que les banques vont cibler des entreprises qui proposent des solutions qui seront pertinentes pour leurs clients ou pour leurs partenaires. Ce qui fait que si vous vendez des burgers innovants, vous allez très peu intéresser un accélérateur bancaire parce que ce n'est pas quelque chose qui va présenter une plus-value pour sa clientèle. OK. Maintenant, l'idée, ça va être de voir un petit peu les éléments qui vont être extrêmement importants pour favoriser votre financement bancaire. La première chose, ça va être votre trésorerie. Donc ça va concerner aussi tous les autres types de financement. On revient dans cette logique d'anticipation qu'on évoquait tout à l'heure, où la trésorerie, c'est entre guillemets ce qui va déterminer la santé de votre structure. Lorsque vous allez chercher, par exemple, 30 000 euros chez une banque, il vous faut déjà un certain montant de fonds dans votre structure. Vous ne pouvez pas arriver avec 1 euro. En fait, il faut vraiment se rendre compte que les entreprises, les acteurs du financement, ils ne sont pas là pour vous sauver. En fait, ils sont là, eux, pour faire du business avec vous, ce qui fait qu'il ne faut pas arriver dans une logique de sauvetage. Nous, ce qu'on conseille toujours, c'est lorsque vous allez anticiper une besoin de financement et que vous allez réaliser une demande, c'est toujours d'avoir au moins jusqu'à 10% du montant que vous recherchez dans votre trésorerie. Par exemple, demain, je vais aller chercher 30 000 euros de dette. Il faut au minimum que j'ai 3 000 euros.
Après, là, c'est quand même une fourchette assez basse sur ces montants-là. On parle plus, par exemple, pour un prêt de 300 000 euros, d'avoir 30 000 euros dans votre trésorerie. Voilà, ça, c'est l'anticipation qui va être assez importante, notamment chez BPI France, notamment chez les banques. Pourquoi aussi? Parce que vous allez avoir toujours du délai. C'est pas vous arrivez le vendredi matin et le vendredi soir, vous avez des fonds. Chez BPI France, c'est à peu près 2 mois de délai. Donc, si vous arrivez avec 1 euro dans votre trésorerie, forcément, vous allez avoir des difficultés. Je viens juste de muter quelqu'un. Ok. Vous allez avoir en fait des difficultés à survivre le temps que vous allez obtenir votre financement et du coup, ça va être très peu pertinent pour une structure de vous financer. Ensuite, la notion de fonds propres. La notion de fonds propres, il faut comprendre que c'est l'élément qui va déterminer beaucoup de ratios. Donc, les ratios, c'est des calculs qui vont permettre à des banques, à des acteurs du financement de calculer soit la santé de votre entreprise, soit la possibilité de financement de cette entreprise. Ce qui signifie que plus ils sont faibles, plus vous allez être limité dans votre capacité de financement. Donc là, l'exemple que je peux donner, c'est le ratio d'endettement qui va dépendre de votre niveau de fonds propres. Plus il est élevé, plus vous êtes en capacité d'aller chercher des fonds. Et dans la logique de BPI France et des financeurs publics, plus votre niveau de fonds propres est élevé, plus vous avez la capacité d'aller chercher des fonds. Et vous allez aussi éviter des ratios qui sont, par exemple, le ratio d'entreprise en difficulté, qui, lui, lorsqu'il est négatif, explique que votre entreprise, tout simplement, n'est pas finançable. La notion de fonds propres, je vais revenir un peu plus tard dans la présentation. On fera un focus dessus. Donc, si vous avez des questions là-dessus, vous inquiétez pas, on verra ça après. Et enfin, la relation avec le conseiller bancaire. Bon, ça, c'est assez classique, que ce soit pour un prêt professionnel ou un prêt perso pour votre appart ou pour votre voiture. Le fait que vous ayez un banquier avec qui vous vous entendez bien va faciliter les échanges. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais de problème, il y a toujours des solutions. Euh, Lorsqu'on vous dit que c'est pas possible, c'est qu'en l'état, aujourd'hui, c'est pas possible et il faut pouvoir ouvrir la discussion pour comprendre pourquoi ça bloque et vers où aller pour avoir un déblocage. Et donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Euh, Lorsque vous allez développer vos structures, ça va pas toujours être des portes qui vont être grandes ouvertes lorsque vous allez vouloir être financé. Vous allez souvent prendre des stops, ce qui signifie que ça va être important d'avoir une bonne relation avec votre banquier. Maintenant, on va passer sur le gros morceau, donc le financement public. Donc, le financement public, comme on l'évoquait tout à l'heure, vous allez avoir trois acteurs principaux. Le premier, ça va être les structures étatiques, avec donc tout ce qui peut être lié à BPI France, les aides européennes, les collectivités territoriales, qui vont être des acteurs qui vont venir vous financer sur de la subvention, sur de la dette, sur de l'avance remboursable. Donc, très rarement avec de la prise de capital, ça arrive quand même, parce que BPI France a un fonds d'investissement, les collectivités territoriales ont des fonds d'investissement, mais c'est quand même une minorité de structures qui arrivent à avoir accès à ces fonds-là. Et enfin, on va parler de l'ADEME, qui est quand même un acteur important pour les entrepreneurs qui sont dans l'enjeu de la transition écologique ou de l'économie verte et qui ont des gros enjeux d'achat d'actifs. C'est un acteur du financement important car il est l'un des seuls qui va financer l'actif matériel en early stage. Ce qu'on remarque, c'est la majorité des autres acteurs, ils vont plus se concentrer sur l'immatériel, donc tout ce qui va être le financement de vos salaires, le financement de la R&D, tout ce qui va être le financement de la propriété intellectuelle, ces enjeux-là qui, eux, ne seront pas financés chez l'ADEME. Donc, ils sont assez complémentaires. Ouais. Juste pour revenir, il faut se dire que BPI France, vous allez avoir des implémentations dans chaque région, ce qui signifie que peu importe où vous êtes immatriculé, vous avez normalement enfin c'est même sûr, vous avez une BPI France qui va pouvoir travailler avec vous sur ces enjeux de financement. Donc maintenant, les aides de l'ADEME, donc comme j'expliquais tout à l'heure, l'ADEME, ça va être un acteur assez important sur le financement de votre actif matériel, avec notamment des axes sur le traitement des déchets, les sols pollués, friches, l'énergie, le climat, tout ce qui peut être la gestion de l'air, le bruit, et enfin, tous les enjeux transversales que vous pourriez mettre en place sur le développement durable, l'économie verte. En fait, ils sont très ouverts sur le financement de projets auxquels ils n'ont eux-mêmes pas pensé. Vous pouvez directement arriver, proposer votre projet et voir un petit peu si eux, ils souhaitent le financer ou non. Comme je l'évoquais tout à l'heure, la majorité des dispositifs financés par l'ADEME, ça va être de l'actif matériel. Et la seule chose que vous allez pouvoir financer qui n'est pas de l'actif matériel, c'est des diagnostics.
donc qui sont entre guillemets du coup là l'immatériel, et des études de faisabilité pour les boîtes qui sont en early stage. Par contre, on est sur des montants qui sont très faibles, qui vont jusqu'à 6 000 à 7 000 euros sur cet aspect-là. Sur le financement du matériel, là, on est sur des montants beaucoup plus élevés. Il n'y a pas spécialement de limite et surtout, il y a des grosses parts de subvention. Donc, la subvention, c'est normalement ce qu'on va chercher à maximiser lorsqu'on est un entrepreneur. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'obtenir des fonds sans vous endetter. L'idée maintenant, ça va être de regrouper un petit peu l'ensemble des dispositifs que vous allez pouvoir rencontrer lors de votre développement. On ne va pas tous les citer un par un, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les financements publics vont fonctionner comme, entre guillemets, un chemin qui va être, sur lequel vous allez avoir en gros des péages, et chaque péage va vous ouvrir la porte à certains types de financement. La logique est la suivante, lorsque vous allez créer votre structure, on part du principe que vous êtes dans une logique de faisabilité technique, ce qui signifie que les principales dépenses que vous allez réaliser vont être liées au développement de votre technologie. Donc pour ça, vous allez avoir accès à des dispositifs tels que la French Tech, que l'InnovUp, que l'aide à la faisabilité, de l'innovation, qui sont principalement des subventions pour vous aider à financer cette partie technique. Ensuite, on part du principe que OK, vous avez fait vos premiers développements. Maintenant, vous avez compris ce que vous voulez améliorer et du coup, vous allez aller rentrer dans une logique de développement technique. Et donc là, vous allez rentrer dans une logique de pré-R&D, ce qui signifie qu'on va accélérer la partie développement R&D et vous allez être sur des enjeux de dette cette fois-ci, où les montants vont aller jusqu'à 3 millions d'euros. Encore une fois, je le rappelle, pour avoir 3 millions d'euros de financement, il faut avoir au minimum 3 millions d'euros de fonds propres. Donc, injecter des fonds ou être très rentable. Et une fois que l'entreprise rentre dans une logique de rentabilité, vous allez pouvoir aller chercher des financements qui vont être liés au financement de votre besoin en fonds de roulement. Donc, un peu tout type de financement. Par exemple, si vous avez besoin d'acheter du mobilier ou recruter des profils qui sont non techniques. Donc, un peu des dépenses que vous pouvez réaliser comme vous le voulez. Et enfin, des dépenses vers l'internationalisation. Donc ça, c'est la prochaine étape. BPI France vous suit vraiment de la faisabilité de vos technologies jusqu'à l'internationalisation de votre structure, mais il faut être dans une logique de rentabilité et de croissance pour avoir accès à cet aspect d'internationalisation. Ensuite, à côté de ces financements de BPI France et de la région, vous allez avoir des incitations fiscales et des aides étatiques qui vont être très importantes pour le développement de votre structure. Dans une logique de start-up et donc de frais R&D, vous allez avoir accès au crédit d'impôt innovation, le crédit d'impôt recherche, le jeune entreprise innovante, qui sont des dispositifs qui vont vous permettre de bénéficier de réductions d'imposition sur votre activité, étant donné que vous développez de la R&D. Donc, on part du principe que chaque startup devrait au moins aller chercher du C2I, parce qu'on est toujours dans une logique d'innovation. Si on développe une boulangerie qui fait exactement les mêmes pains au chocolat que le voisin, on ne peut pas se qualifier de start-up. On est une petite TPE, ça n'a absolument rien à voir. Donc, ces aides-là, elles sont vraiment à prendre en compte parce que les critères d'éligibilité ne sont pas liés à vos fonds propres, ils sont uniquement liés aux dépenses que vous allez réaliser. Et donc, la majorité des structures qui sont dans cette logique d'innovation ont au moins accès au crédit d'impôt innovation. C'est assez important de mettre ça en place parce que ça va notamment vous permettre d'assainir votre trésorerie, mais surtout d'avoir cette image d'une entreprise qui est dans l'innovation, ce qui est pertinent lorsque on va chercher à pitcher sa structure, de montrer qu'on est éligible par exemple à du C2I ou du CIR. Si on est éligible à du CIR, ça veut dire qu'on est considéré par l'État comme une entreprise qui développe de l'innovation de rupture. Donc en fait, une technologie qui est très différente de l'état de l'art de ce qui se fait actuellement. Voilà. Est-ce que déjà jusque-là, il y a des questions ou pas? Ok. Du coup, maintenant, l'idée, ça va être d'évoquer un petit peu les différentes natures d'aides que vous allez pouvoir rencontrer. Donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, la subvention, c'est entre guillemets la plus intéressante, étant donné que vous allez recevoir des fonds dits gratuits, puisque vous n'aurez pas à les rembourser. Quels sont les dispositifs sur lesquels vous allez pouvoir les obtenir? Très classique, comme je l'expliquais tout à l'heure, faisabilité de l'innovation. Donc, au tout début, lors de la création de votre structure, vous allez pouvoir les obtenir. Et après, ça va être soit des concours ou soit des dispositifs beaucoup plus complexes. Forcément, l'argent le plus sexy, c'est le plus difficile à obtenir.
La subvention, il y a plus de concurrence, donc on est sur des dispositifs qui sont très concurrentiels. Ensuite, vous allez avoir les organismes de prêt d'honneur. Donc là, un prêt d'honneur, c'est extrêmement intéressant de les débloquer. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de débloquer des fonds que vous pouvez utiliser de la façon que vous souhaitez. Et surtout, ces fonds-là, ils vont être considérés comme des fonds propres, donc ils vont vous permettre d'obtenir des fonds chez BPI France. Encore une fois, on reviendra juste après sur la notion de fonds propres. Mais il y avait un vrai intérêt d'aller chercher du prêt d'honneur. Par contre, il faut avoir conscience que c'est un prêt que vous prenez à titre personnel, ce qui signifie que dans le cas où vous n'êtes pas capable l'entreprise n'est pas capable de le rembourser, c'est un crédit à la consommation, entre guillemets. Donc, c'est vous qui vous endettez personnellement. Donc, il y a une part de risque qui est quand même à mesurer, mais c'est assez important, assez intéressant d'aller chercher un organisme de prêt d'honneur. Ensuite, vous allez avoir l'avance remboursable et les prêts, qui sont les dispositifs de dette les plus classiques que vous pourrez trouver chez les financeurs publics. Et enfin, l'exonération fiscale, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est CIR, C2I, JEI, ce qu'on appelle la réduction d'impôt. Et enfin, la contre-garantie. Donc ça, c'est un élément qui est très peu connu chez BPI France, mais qui est très important. Lorsqu'on travaille avec BPI France, donc on a été accompagné au moins une fois sur un de ces dispositifs, BPI France propose des garanties de dette à hauteur de 40 à 60% dans le cas où l'entreprise réalise un prêt de moins de 200 000 euros. C'est-à-dire que c'est automatique dans le cas où une boîte fait un prêt de moins de 200 000 euros et qu'elle a une santé financière bien sûr viable, d'être assurée entre 40 et 60% sur ce prêt. Et lorsqu'on va des montants plus élevés, sur des montants plus élevés, là par contre, il y a des études de dossier. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Lorsqu'on revient à ce que je disais au tout début de la masterclass, la problématique liée aux institutions bancaires qui ne souhaitent pas prêter aux startups, étant donné que vous présentez trop de risques pour elles. La garantie de BPI France permet de lever cette problématique et d'être beaucoup plus dans une discussion beaucoup plus ouverte avec vos banquiers pour obtenir des financements. Maintenant, ça, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure avec le cheminement des financements. Du coup, je ne vais pas trop en parler, je vais pas aller trop dans le détail, mais on est dans cette logique de les premières démarches de recherche qui vont être sur la faisabilité d'innovation, la grosse phase de R&D pour développer votre outil. Et une fois que votre outil est bon, fonctionne, on essaye de le vendre. Donc, on est sur du développement commercial. Et là, vous allez obtenir différents types d'aides. Si vous êtes dans la phase R&D, vous ne pouvez pas obtenir d'aide commerciale. Il y a une seule exception, c'est dans le cas où vous réalisez une levée de fonds. En fait, BPI France part du principe que la levée de fonds vous permet d'aller faire une accélération commerciale, même si vous n'avez pas encore fini votre R&D. Maintenant, on va évoquer un petit peu les conditions de base qui vont être extrêmement importantes lorsque vous rentrez dans une logique de financement public. La première chose, ça va être l'immatriculation de votre structure. Pourquoi? Parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, vous allez avoir différents types de collectivités. Vous allez avoir BPI France et vous allez avoir les collectivités régionales. Ce qui signifie que si vous êtes immatriculé en Île-de-France, vous pouvez aller chercher des financements avec la région Île-de-France et avec BPI Île-de-France. Et pas, je ne pourrais pas aller chercher, par exemple, des financements avec la région Grand Est. Donc ça, c'est un point qui est important de chercher et de bien choisir sa immatriculation par rapport aux objectifs régionaux. BPI France est beaucoup moins dans cette logique politique, alors que les régions le sont. Si je devais donner un exemple, lorsqu'on pense à Bordeaux, on pense au vin, etc. Ce qui fait qu'une entreprise qui va venir à Bordeaux et qui est dans cette logique de développer une innovation par rapport à la protection des cultures des vins, des raisins, alors à ce moment-là, la région sait qu'elle a un enjeu à financer cette structure parce que sa technologie va diffuser, entre guillemets, des bénéfices sur de nombreux acteurs de la région. Donc cette logique, elle est intéressante, étant donné que si vous êtes en Île-de-France, immatriculé à Paris, et que votre technologie, c'est de, je sais pas moi, développer un son qui va améliorer je ne sais quoi. Non, c'était pas ça. Je réfléchis à l'exemple que j'avais donné la dernière fois. En fait, on avait travaillé avec une boîte qui avait développé une forme d'ultrason qui permettait aux bovins d'être plus productifs en lait. Bref, voilà, c'était ça la techno. Le problème, c'est que la boîte, elle est matriculée à Paris et il y a très peu de vaches à Paris. Donc, la région avait pas trop envie de la financer. Alors que si elle s'était immatriculée dans la région centre, on aurait été dans une logique sûrement différente, étant donné qu'il y a plus d'enjeux sur cette technologie. Donc, important de choisir le lieu d'immatriculation pour
maximiser le financement de la région. Ensuite, vous allez avoir de l'importance par rapport à la date de création de votre structure, étant donné que de nombreux dispositifs vont être liés à la date d'immatriculation de votre boîte. Donc, si je devais citer un exemple, la bourse French Tech, dans le cas où votre boîte a plus d'1 an, alors vous n'êtes plus éligible à ce dispositif. Ce qui signifie que lorsqu'on souhaite aller chercher des financements, il faut bien se renseigner sur l'éligibilité liée à la date d'immatriculation des structures. Ensuite, l'éligibilité sur ces dispositifs-là va être liée aux typologies de dépenses que vous allez présenter. Quand on reprend l'exemple de la bourse French Tech, c'est un dispositif de R&D, donc il faut que les dépenses que vous présentiez soient de la R&D. Donc il faut faire attention sur le cahier des charges du dispositif, se renseigner sur ce que le chargé d'affaires va attendre en termes de dépenses et ce que vous êtes capable de donner. Comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est extrêmement chronophage de construire un dossier de financement. Donc, si vous montez un dossier de financement pour quelque chose qui est complètement qui est hors sujet, vous allez juste avoir perdu 2 semaines de votre temps pour 0 euros. Donc, il y a vraiment cet aspect important, cet aspect d'éligibilité et de connaissance du dispositif qui va être important dans le cas où vous souhaitez obtenir X ou Y financement. Et enfin, le niveau de fonds propres, comme je l'expliquais tout à l'heure, le niveau de fonds propres, il va déterminer le montant de financement de votre structure dans la logique suivante. Pour 1 euro de fonds propres, vous pouvez aller chercher 50 centimes de financement chez BPI France. Donc, si on le fait pour une levée de fonds de 1 million d'euros, l'effet de levier que vous pouvez aller chercher, il est aux alentours de 500 000 euros. Après, c'est différent en fonction de si c'est des fonds propres que vous avez obtenus via les résultats de votre entreprise ou si c'est des fonds propres que vous avez obtenus grâce à des investisseurs. Ça n'a pas la même valeur aux yeux des chargés d'affaires. On ne va pas rentrer dans ce détail, mais voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que vous aurez au minimum 50% de votre niveau de fonds propres et au maximum 70%. BPI France ne va jamais financer à 100% de vos projets pour la simple et bonne raison que c'est un cofinanceur et qu'il est là pour vous aider et pas faire, entre guillemets, le travail à votre place. Maintenant, la notion de fonds propres, on l'évoque depuis tout à l'heure, on y est. Donc, les notions de fonds propres, qu'est-ce que c'est? Donc, les fonds propres, c'est constitué de plusieurs éléments. La première chose, ça va être votre capital social, les réserves et les primes d'émission. Donc, le capital social, c'est l'argent que vous allez injecter dans votre structure lors de sa création. Les primes d'émission, ça va être les fonds liés à des investissements externes. Exemple, demain, il y a une levée de fonds de 1 million d'euros, il y a 3 000 euros qui partent au capital et 997 000 euros qui seront dans mes primes d'émission. Ensuite, vous allez avoir le report à nouveau. Le report à nouveau, c'est le cumulé de tous vos résultats nets des années précédentes. Et enfin, le résultat de l'exercice, qui lui est le résultat que vous avez réalisé chaque fin d'année. Donc là, tout de suite, vous devez avoir un éclair de génie. Si vous perdez des sous chaque année, vous perdez des fonds propres. Si vous gagnez des sous chaque année en rentabilité, vous gagnez des fonds propres. Donc, cette logique de rentabilité, elle est vraiment à chercher pour une structure, étant donné que ça vous permettra chaque année d'aller chercher un peu plus d'argent chez la banque ou chez vos financeurs type les régions. Un point qui est quand même important, c'est de se dire, OK, moi, Sacha, je monte une startup, je vais développer un logiciel, etc. J'ai au moins 1 an et demi de développement. Donc, comment je fais pour réaliser une année bénéficiaire ou, entre guillemets, limiter mes pertes? Parce que si ma première liasse fiscale sort, tout l'argent que j'avais injecté dans ma boîte, il va me servir à développer ma R&D, ce qui signifie qu'à la fin de l'année, sur ma liasse fiscale, j'ai moins 40 000 euros de pertes. 40 000 euros de perte pour 40 000 euros injectés dans la société, ce qui fait que le niveau de fonds propres il est de 0 et que donc vous n'êtes pas éligible à des financements. Donc là, il y a une notion qui va être extrêmement importante à prendre en compte. C'est un peu technique, mais je vous invite vraiment à vous concentrer. Ça va être la notion de production immobilisée. Donc la production immobilisée, ça va être la valorisation des dépenses tech que vous avez faites pour montrer que vous avez développé de l'actif. Comme j'expliquais tout à l'heure, une entreprise de transport qui a des camions, lorsqu'elle va acheter un camion, ça lui fait donc 20 000 euros. Elle a 20 000 euros qui vont monter à son actif matériel. C'est ce que détient l'entreprise. Elle a acheté ce camion. Ce camion, il a une valeur. On veut valoriser ce camion. Ça fait partie du patrimoine de l'entreprise. Une entreprise tech, c'est un peu la même logique. Si vous dépensez 40 000 euros dans des salaires de développeurs pour
développer un logiciel, même si ce logiciel, il n'a pas encore de valeur parce qu'il n'est pas terminé ou parce qu'il n'est pas opérationnel ou parce que c'est difficile de donner une valeur à un logiciel, il en a quand même une. Parce que c'est de l'argent que vous avez dépensé sur quelqu'un, donc vous avez valorisé un actif qui, cette fois, est immatériel. La production immobilisée, c'est créer de la valeur par rapport aux dépenses tech que vous avez réalisées. Donc, dans votre compte de résultat, vous avez la partie produit avec le chiffre d'affaires et la partie charge avec les charges externes, salaires, etc. Les salaires que vous avez dépensés, ils sont dans la partie charge, donc les moins 40 000 euros. La production immobilisée, c'est on va convertir par exemple 70% de ces dépenses tech que vous avez fait en produits. On sait que ce n'est pas de l'argent que vous allez recevoir, etc. Mais c'est quand même, on cherche à le valoriser pour limiter la perte de vos fonds propres. Parce qu'on a conscience que dans le cas où on ne valorise pas cette technologie et qu'on ne valorise pas cette production immobilisée, la structure va se retrouver très rapidement dans une logique d'entreprise en difficulté comptablement parlant et qu'elle ne sera pas finançable. Donc en fait, ça ferait que 99% des startups françaises ne sont pas finançables, sauf s'il y a un investisseur qui arrive et qui pose 300 000 euros sur la table. Sauf que tout le monde n'a pas cette chance. La réalité, c'est que tout le monde ne peut pas lever des fonds. Donc on a besoin de dispositifs comptables pour limiter les entreprises en difficulté et donc de toujours avoir cette possibilité de financement. Donc si on reprend ce schéma, demain, une entreprise ne fait pas de production immobilisée et injecte 40 000 euros et dépense 40 000 euros dans sa tech. Ça fait plus 40 000 euros au début de l'année dans la trésor et sur le compte de résultat, ça fait zéro de chiffre d'affaires, 40 000 euros de dépenses, donc ça fait moins 40 000 euros en résultat net, ce qui fait 0 euros en fonds propres. Les 40 000 euros injectés au début, moins les 40 000 euros de perte, on est à zéro. Scénario 1, l'entreprise n'est pas finançable. Merci, bonsoir. Si vous avez besoin d'argent, il faut aller voir des investisseurs et vous n'allez pas être en position de force pour négocier. L'autre solution, c'est du coup la production immobilisée. Donc c'est la même chose, on injecte 40 000 euros dans la structure, on fait 40 000 euros de dépenses tech. Par contre, on va valoriser 70% de ces dépenses, et ce qui fait que vous allez générer à peu près 30 000 euros du coup de chiffre d'affaires, entre guillemets. Ce qui fait que votre résultat net, il ne sera pas de moins 40 000 euros, mais il sera de moins 10 000 euros. Et donc, sur vos fonds propres, vous ne serez plus à zéro, mais vous serez à plus 30 000. 40 000 moins les 10 000 de pertes. Ce qui fait que tout de suite, votre boîte, elle est toujours dans une logique de finance, elle est toujours finançable. Et donc, c'est un point qui est extrêmement important. Et qui est-ce qui va vous permettre de générer de la protection mobilisée? C'est votre expert comptable. Et il ne le fera pas de lui-même, sauf si c'est un expert comptable qui est spécialisé dans les startups, tout simplement parce que le métier d'expert comptable, 95% de leurs clients, c'est des entreprises dites classiques qui n'ont pas d'enjeu de R&D et donc pas d'enjeu de production immobilisée. L'exemple de tout à l'heure de la boîte qui fait du transport, jamais elle aura la nécessité de faire de la production immobilisée. Donc ça va être à vous de lui en parler et à vous de lui faire comprendre que vous avez besoin de ça. Maintenant, comment maximiser son niveau de fonds propres? Donc ça, très simple, soit vous allez apporter du gros capital en rentrant, soit vous apportez des comptes courants d'associés. Donc des comptes courants d'associés, c'est lorsqu'une personne qui détient des parts de capital va injecter des fonds personnels dans la structure. L'avantage, c'est que vous êtes capable de récupérer cet argent à tout moment à partir du moment où vous avez la trésorerie nécessaire et vous ne serez pas imposé par l'État sur cet argent. Donc, c'est pour injecter des fonds lorsque l'entreprise en a le plus besoin. Enfin, vous allez faire une levée de fonds et ensuite être rentable. Voilà, c'est la logique. Du coup, là, c'est un petit point sur les entreprises qu'on a accompagnées. Bon, c'est pas très pertinent de l'évoquer maintenant parce qu'on est en plein dans la masterclass, mais encore une fois, on accompagne tout type de structure. On dit toujours qu'on a accompagné des boîtes qui vont de la croquette pour chiens innovantes jusqu'à des boîtes qui vont sur des logiques de logiciels dans des satellites. Donc, on est capable, peu importe votre besoin, de vous aider dans la construction de ces dossiers. On y reviendra tout à l'heure sur la fin de la presse. Je pense que, Aude, tu peux reprendre la main. Je ne sais pas si je peux te donner Ouais. le. Ouais, je pense que j'ai la main. Essaye pour voir, parce que moi, je ne vois pas le Bah, truc. là, j'ai changé de slide. Et toi, il faut que tu cliques sur synchroniser avec le présentateur, je pense. Est-ce que vous voyez quel slide, s'il vous plaît, dans le... La levée de fonds en capital. Ah, bon, Ah, alors tu- non, ça ne... Attends, mais je vais enlever le truc et je te laisse partager, ok? Ok, ça marche.
Ça marche. Hop. Je suis pas hyper. Ah ouais, c'est partagé. Ok, partagé. Et après, tu peux directement partager le docu. Tu vas dans tout en bas, Browse My Computer. Ouais. Hop, et là, tu vas pouvoir mettre ton PDF direct sur l'écran. Sinon, je le fais et tu me dis quand passer, ok? Ouais. Ok. Ce sera plus simple si je l'ai en PDF. Non. Ouais, ça va prendre 2 secondes. Du coup, tu partages ou je le fais? Ouais, je vais partager, ce sera plus simple. Ok. Juste que, en fait, dans les partages d'écran, il ne me propose pas de partager une fenêtre, plus que les onglets. Alors, on va réessayer, partager. Ok, c'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, 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 on y va. Ok, super. Super. Alors, donc effectivement, nous, on va enchaîner maintenant avec la levée de fonds au capital. Et donc, pour commencer, vous avez compris effectivement avec l'intervention de Sacha que le financement, ça fonctionne par pool, ça fonctionne par complément et le non dilutif est très lié à vos fonds propres et donc à l'augmentation de capital, la levée de fonds. La levée de fonds, pour rappel, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de faire rentrer des investisseurs privés au sein du capital de sa start-up contre une certaine somme d'argent. Vous vendez des parts de votre entreprise contre une somme d'argent, ce qui va vous permettre d'utiliser cet argent pour venir générer de la croissance dans votre entreprise. Donc là, on va vraiment parler de la levée de fonds classique, donc argent contre equity. Il y a d'autres formes de prise de participation au capital qui existent, mais on va parler de la plus classique. Pour commencer, on va faire un petit rappel sur l'écosystème français et ce qui se passe en ce moment dans la tech et ce qui s'est passé ces dernières années, puisqu'en tant qu'entrepreneur, il est important pour vous de comprendre le fonctionnement de l'écosystème de manière un peu macroéconomique, puisque ça a des incidences sur vous et sur la façon dont vous allez obtenir vos financements et lever des fonds. Donc, il faut bien comprendre que l'écosystème, il a été... il a pris énormément en maturité et il a énormément grandi ces 3 dernières années, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. On est passé de 5 milliards levés en 2020 à 15 milliards 5 en 2022. Donc, l'écosystème a triplé de volume. Parce que il y a eu des entreprises, des startups qui sont devenues de plus en plus matures, qui ont levé de plus en plus de fonds, avec l'apparition de ce qu'on appelle les méga rounds. Donc, ce sont des levées à plus de 100 millions d'euros. Et donc, on est sur un écosystème qui est composé aujourd'hui d'entreprises qu'on appelle des scale-up, qui sont des entreprises, des startups en très forte croissance, qui emploient des centaines de personnes et qui sont dans une maturité certaine. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis fin 2022 et l'année 2023, l'écosystème a connu un très fort ralentissement qui est lié finalement
à un contexte macroéconomique global peu favorable. Ça a commencé aux États-Unis avec l'éclatement de la bulle de la tech, parce qu'effectivement, aux États-Unis, comme pour tout, c'est généralement de là-bas que viennent les grandes tendances du venture capital. Et en fait, un ralentissement aux États-Unis entraîne un ralentissement systémique aussi dans nos écosystèmes à nous. Et il se trouve que les entreprises, les grandes entreprises tech aux États-Unis ont commencé un petit peu à connaître des difficultés. Les Netflix, les Tesla, etc., qui ne sont toujours pas rentables. Et donc, les investisseurs commencent finalement à se retirer de ces valeurs-là. Avec la hausse des taux d'intérêt et l'inflation, ces investisseurs sont retournés sur des valeurs un peu moins risquées, un peu refuge finalement, puisque la dette est redevenue intéressante. Et le recul de ces investisseurs a fait que les valorisations sont descendues. Et par ailleurs, de la tech, une pénurie de matières premières toujours liée au Covid. Taux d'intérêt et inflation très fort. Et donc, du coup, tout cet écosystème a entraîné un très gros ralentissement des levées de fonds dans le monde et en France également. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant qu'entrepreneur? Ça veut dire qu'on prend en compte le fait qu'aujourd'hui, lever des fonds, c'est plus difficile qu'avant. Ça l'était déjà. Hein. Lever des fonds, ce n'est pas une balade de santé. On voit énormément de levées de fonds passer dans les médias. La réalité, c'est qu'il y a 9 boîtes sur 10 qui ne vont pas lever de fonds. Et donc, effectivement, on prend en compte que c'est long, que ça prend du temps, que c'est chronophage, qu'il va falloir se préparer 2 fois plus qu'avant et que les valorisations sont bien inférieures à ce qu'on pouvait voir à une époque. À une époque où on pouvait faire des tours de seed avec des entreprises qui ne faisaient pas de chiffre d'affaires, valorisées pourtant 10 millions, 20 millions. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et on revient à des valorisations qui sont beaucoup plus cohérentes, ce qui est une bonne chose pour l'écosystème finalement. Mais la valorisation, c'est le prix de votre actif, c'est le prix de votre startup. Ça fluctue en fonction du marché et il faut le savoir. Dans la structuration de notre écosystème, le gros ralentissement, il se fait sentir au niveau de ce qu'on appelle le late stage, donc les méga rounds, les grosses levées de fonds qui se font de moins en moins, qui sont de plus en plus compliquées, notamment parce que des investisseurs étrangers qui participaient à ces gros tours de table sont partis. Ils n'investissent pour l'instant plus trop en France. Et donc, il y a un ralentissement de ces investissements-là. L'early stage, le pré-seed, le seed continue malgré tout de fonctionner correctement. Et ce qu'on pourrait rajouter ici, c'est qu'il y a des nouveaux véhicules d'investissement qui se sont créés depuis janvier. Donc, il y a des nouveaux fonds qui apparaissent. Il y a du dry powder. Donc, ça, c'est finalement la réserve de cash qui est dans les fonds dans le monde, qui est là, qui est importante, qui existe. Donc, il y a de l'argent à investir. Simplement, on investit différemment. On prend plus de temps, on prend moins de risques. On va plutôt chercher la rentabilité que l'hyper-croissance. Et puis, on va également commencer, on en parlera tout à l'heure, mais à se déplacer sur des secteurs différents, sur des secteurs qui ont peut-être plus de valeur ajoutée, comme l'impact et comme les deep tech. N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Hein. Je répète ce qui a été dit précédemment, mais c'est vrai que l'objectif, c'est aussi que ce soit interactif. Donc, ça, on en a parlé. Là, un début d'année qui est compliqué. Bon, là, on est plus qu'en début d'année. Hein. Le premier semestre dans son entièreté a été compliqué. Donc là, on est sur des chiffres du premier quarter, donc de janvier, février, mars. On n'a pas les datas, on ne vous a pas mis les datas à jour, mais on voit bien qu'il y a une très grosse différence. L'année dernière, on était sur des montants moyens, sur des levées moyennes de 19 millions. Aujourd'hui, on est sur des levées moyennes de 8 millions. C'est-à-dire que ça a plus que perdu, ça s'est plus que divisé par 2. Donc, on voit quand même ce ralentissement. Par contre, vous voyez en termes de nombre de levées de fonds, on n'est pas très très loin de l'année dernière, ce qui veut vraiment dire ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, il y a à peu près toujours autant de deals, mais ce sont des deals plus petits parce qu'ils ne sont pas tirés par le late stage. Quelles sont les conséquences
parce que là, on parle de l'écosystème, on parle de la conjoncture macroéconomique, mais finalement, ce qui est intéressant, c'est surtout de comprendre quelles sont les conséquences pour vous en tant qu'entrepreneur early stage. Les conséquences, elles sont ici. Pour les startups, pour vous, c'est des valorisations plus faibles, on en a parlé, des dilutions qui se creusent. Ça veut dire que comme les investisseurs se protègent plus, comme les investisseurs sont plus averses au risque, ils vont essayer d'avoir plus de parts de votre entreprise. De toute façon, la dilution et la valorisation, ce sont deux sujets qui sont complètement combinés, qui fonctionnent ensemble. Plus votre valorisation est faible, plus vous avez des risques de vous diluer, puisque la part de l'entreprise que vous allez vendre pour un montant similaire de levée de fonds est plus importante. Les décisions d'investissement sont plus longues, donc on anticipe mieux sa levée de fonds, on anticipe mieux ses besoins de financement, ses besoins de trésorerie. On ne lève pas des fonds quand on est à court de cash, c'est pas possible. Les investisseurs ne mettent pas de l'argent dans une entreprise qui a 2 mois de trésorerie. Ils ne sont pas là pour vous sauver, ils sont là pour réaliser une plus-value et pour investir dans une boîte en croissance. Et on va avoir le retour des clauses agressives, des clauses contraignantes. On n'en parlera pas en détail ici parce que ce sont des sujets techniques et à part entière. Mais on voit des clauses comme le ratchet et le participating qui, encore une fois, ça va protéger l'investisseur, mais du coup peuvent vous desservir. D'où l'importance de s'entourer correctement et de s'entourer de conseils juridiques pour réaliser une levée de fonds, c'est-à-dire un avocat. Pour l'écosystème, on l'a dit, plus de difficultés pour les séries A, B et le late stage, un changement de paradigme, c'est-à-dire que les investisseurs qui étaient très portés vers l'hypercroissance vont aujourd'hui chercher, alors c'est peut-être encore plus compliqué parce qu'on va chercher toujours de la croissance, parce qu'il faut se rappeler qu'un investisseur, un fonds de venture capital, son objectif c'est de faire fois 20, fois 30, fois 50 sur son investissement, voire plus. Donc on cherche des boîtes qui ont des possibilités de croissance, mais qui sont capables de devenir rentables également, avec des levées de fonds peut-être moins successives que ce qu'on pouvait connaître auparavant. Et puis, il y a évidemment plus d'opérations de M&A, donc de rachat de startups, puisque comme elles ont des difficultés à lever des fonds, et bien parfois la solution, c'est de se tourner vers le rachat d'entreprises. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Non, ça va, mais peut-être si vous avez le temps après, nous expliquer les stades de start-up, les A, le B, le Seeds. Ouais, avec plaisir. On a une slide qui va venir juste après pour vous expliquer. C'est la slide suivante. Donc, avec grand plaisir. Les secteurs porteurs, donc ça, on en a un petit peu parlé tout à l'heure quand je vous disais que l'écosystème allait se tourner vers des secteurs finalement peut-être avec plus de retombées sur notre écosystème, sur notre économie. Donc ici, vous avez les secteurs un peu classiques qui sont financés par le venture capital depuis plusieurs années. Et puis, on va aussi avoir l'apparition de nouveaux secteurs comme l'intelligence artificielle en ce moment qui connaît un énorme boom. Puisque l'intelligence artificielle, avec l'arrivée de ChatGPT, a vraiment vit une révolution. C'est un secteur qui vit une révolution et qui va entraîner une révolution d'usage pour tous les métiers. Le développement durable et au sens large, l'impact, bien évidemment, aujourd'hui, qui est au cœur des tests d'investissement des investisseurs. Alors, certains par opportunisme ou par obligation, d'autres par intérêt réel. Donc là, c'est important aussi, si vous êtes dans l'impact, de bien sélectionner les investisseurs avec qui vous voulez travailler. Mais effectivement, l'impact est un des secteurs qui est en croissance et qui attire de plus en plus les investisseurs. Vous avez ce qu'on appelle la Femtech. La Femtech, ce sont les entreprises dédiées, l'innovation dédiée à la santé des femmes et au bien-être des femmes. La Space Tech qui émerge doucement, c'est un secteur très très compliqué, mais malgré tout, on voit bien qu'il y a des enjeux de souveraineté nationale. Et puis, le prochain sujet porté par le gouvernement, par le plan France 2030, c'est les deep tech et les startups industrielles. Les startups industrielles, c'était des sujets qui étaient compliqués à financer par le passé. Pourquoi? Parce que qui dit industrie dit besoin capitalistique très fort. On doit dépenser beaucoup d'argent au début de l'aventure
pour mettre en place des machines, pour mettre en place des usines, des procédés industriels dont on n'est pas sûr qu'ils soient réellement rentables puisqu'on est obligé d'aller au bout de l'installation pour pouvoir commencer à commercialiser. Donc, les VC n'étaient pas du tout friands de ce type de boîte, mais de plus en plus, on commence à s'y intéresser avec des VC spécialisés dans l'industrie ou des plus gros investisseurs corporate. Voilà pour les secteurs qui sont porteurs en ce moment et qui intéressent. Les secteurs porteurs sont souvent tirés par les décisions gouvernementales ou des décisions publiques. Le plan France 2030, il prévoit effectivement d'investir dans la robotique, dans l'industrie, dans la deep tech, dans la recherche et développement. Donc forcément, c'est un secteur qui va injecter de l'argent et donc les investisseurs, naturellement, vont aller suivre pour bénéficier de cet argent. Et donc voilà, pour répondre à la question précédente, on arrive sur la chaîne de financement. Donc là, on a compris, finalement, toute cette première partie, elle servait à vous présenter l'écosystème macroéconomique aujourd'hui en France, comment ça se passe. Donc, on voit qu'il y a un ralentissement, mais ça continue de lever en early stage. On voit qu'il y a des secteurs qui sont plus porteurs que d'autres. Et donc, maintenant, on va rentrer dans le détail de la levée de fonds. Il y a plusieurs stades de levée de fonds. On commence avec ce qu'on appelle le pré-seed et le seed. Le pré-seed et le seed, ce sont des phases qui vont se trouver ici, là, entre la R&D et la naissance de l'entreprise, avec des investissements réalisés par les business angels, donc les investisseurs particuliers. Le pré-seed et le seed, ce sont des phases où finalement votre entreprise ne génère pas de chiffre d'affaires, ne commercialise pas encore. Vous passez du stade d'idéation au stade de faisabilité. Donc, vous êtes en train de tester votre marché, vous êtes en train de construire votre produit, votre service et vous avez besoin de capital pour finaliser ce produit ou ce service et lancer la commercialisation. Avant ça, vous avez ce dont Sacha vous a parlé tout à l'heure, tout ce qui va être subventions, prêts d'honneur, les aides, etc. Donc, qui sont des financements non dilutifs puisque personne ne rentre à votre capital, mais ils interviennent avant les business angels. Les business angels. Donc ici, vous avez des fourchettes d'intervention. Donc on voit que le business angel, il peut intervenir de 20 à 500 000 euros, de 20 000 euros à 500 000 euros. En réalité, on n'est pas du tout sur des choses aussi rationnelles, c'est-à-dire que le business angel, il y a des business angels qui sont très gros, qui ont des club deals et qui vont investir 2 millions d'euros. Il y a des business angels qui vont investir 5 000 euros. Enfin, bon, c'est pas aussi linéaire que ça. Il y a plein de formes d'investisseurs en amorçage. Il faut apprendre à les connaître. Ensuite, vous allez effectivement avoir cette deuxième phase qui est la phase d'amorçage, où là, on va avoir les séries A, les séries B. Je vous conseille de ne pas vous fier vraiment à ces chiffres-là parce que c'est des chiffres qui évoluent avec le marché. Mais donc, une fois qu'on rentre dans la série A, la série B, là, on va plutôt aller chercher plusieurs millions d'euros. Ça peut varier, hein, ce n'est pas vraiment la taille de la levée de fonds qui fait la série, c'est plutôt l'objectif de la levée de fonds. Exemple, on peut faire une série A de 1 million, si on a déjà fait un tour de levée de fonds avant, comme une série A de 20 millions. Ce qui va être important, c'est que la série A, c'est la deuxième levée de fonds, c'est la première vraie levée auprès d'investisseurs professionnels et surtout, c'est une levée de fonds qui va servir à accélérer la commercialisation. Une série A, c'est quand on fait déjà du chiffre d'affaires, qu'on a déjà une belle croissance, c'est ça qu'on va vendre aux investisseurs et qu'on a besoin d'un deuxième tour de table pour pénétrer un nouveau marché, se lancer à l'international, lancer un nouveau produit parce que le premier fonctionne déjà bien, etc. C'est vraiment l'objectif de la levée qui va déterminer ça. La série B, donc qui intervient après la série A, là, ça va vraiment être pour prendre de l'ampleur, passer à très grande échelle. Et là, on s'adresse encore à des investisseurs différents qui sont plus matures, plus gros, et qui ont des capacités d'investissement en dizaines de millions d'euros. Et ensuite, vous avez plein de scénarios qui sont possibles. On peut faire racheter sa boîte, on peut lever des fonds auprès de fonds de private equity, donc qui sont des fonds différents qui n'investissent pas tellement dans l'innovation, les startups, mais plutôt dans les PME. Donc, c'est quand votre entreprise a pris vraiment de l'ampleur. On peut faire ce qu'on appelle un MBO, c'est un rachat par le management. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles, mais là, on va vraiment s'intéresser au premier tour de financement puisque vous êtes plutôt concerné par ces sujets. Comment ça se passe une
prendre beaucoup plus de temps, surtout si vous êtes sur des sujets qui sont très deep tech, qui sont sur de l'industrie, etc., où les enjeux sont quand même très gros. Mais il faut compter du temps avant de recevoir les fonds sur le compte. On commence par la première étape qui est la construction de votre documentation. Les documents principaux pour partir en levée de fonds, ce sont le business plan, le pitch deck et la valorisation qui n'est pas un document mais qui est un élément qu'il faut connaître. Donc le business plan, qu'est-ce que c'est? C'est votre fichier Excel, votre prévisionnel financier qui est construit sur plusieurs onglets, pardon. Nous, on construit sur 11 onglets, mais ça peut être adapté à votre business. C'est la vision financière sur les 5 prochaines années de votre entreprise. L'objectif du business plan, c'est de modéliser le plan de financement, le plan de recrutement, les prochaines levées de fonds, le chiffre d'affaires, les charges, etc. Ça permet aux investisseurs de se projeter dans votre dossier et de voir si effectivement ils sont en accord avec la vision que vous proposez ou pas tellement. La deuxième chose à préparer, c'est votre pitch deck. Votre pitch deck, finalement, il va servir à convaincre les investisseurs d'aller plus loin. C'est-à-dire que le pitch deck, c'est la première chose qu'un investisseur va voir de votre projet. Donc, l'objectif, c'est de le marquer avec ce projet, c'est qu'il s'en souvienne, c'est qu'il s'en rappelle et c'est qu'il a envie de décrocher son téléphone pour finalement avoir des réponses à ses questions, pour en savoir plus sur vous. C'est un document qui est clé dans le produit, l'innovation, la problématique, les projections financières, l'objectif de la levée de fonds, bien évidemment, et qu'il faut faire apparaître pour convaincre les investisseurs. Et enfin, la valorisation. Donc, la valorisation, c'est une fourchette de négociation. C'est le prix de votre startup, c'est le prix de votre actif. Il y a plusieurs méthodes pour valoriser une entreprise, mais quand on est très early stage, la première chose à faire, c'est regarder ce qui se fait sur le marché, et 2, comprendre combien on veut lever et à combien on peut se diluer. Si je lève 500 000 euros pour 25% de dilution maximum, c'est simple, ma valorisation, elle ne pourra pas être inférieure à 2 millions. Le calcul, il est vraiment simple, c'est un produit en croix. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de chiffre d'affaires, on n'a pas de méthode mathématique sur lesquelles se baser et que le marché est tel qu'il est. Pour une startup classique, de toute façon, les valorisations sont situées entre 700 000 euros et 3 millions en fonction de ce que vous avez développé en termes de tech, en termes de R&D et ce que vous avez à valoriser finalement en dehors de l'idée. Donc, une fois qu'on a préparé tout ça, ça prend plusieurs semaines. Vous pouvez vous faire accompagner évidemment par des conseils, par votre incubateur, par des boîtes comme Eldorado. Nous, on travaille sur les prévisionnels financiers, sur les pitch decks, sur la valo, sur tous ces sujets-là. Et bien après, vous allez passer à la deuxième phase qui est le ciblage investisseur. On descendra après en granularité sur la typologie d'investisseurs qui peut être intéressante pour vous. Mais il faut savoir que c'est très important de passer du temps avant votre levée à vous poser la question de quelle typologie d'investisseur vous correspond, donc qui vous pouvez aller voir en fonction de leur thèse d'investissement, et quelle typologie d'investisseur vous avez, vous, envie d'avoir autour de la table. Parce que la levée de fonds, c'est s'engager avec un investisseur pendant 5 ans, 10 ans, et donc il est nécessaire de ne pas avoir n'importe qui autour de votre board, d'avoir des gens avec qui vous vous entendez bien, avec qui ça fit, avec qui vous avez des expertises communes qui peuvent vous faire changer d'échelle, etc., vous apporter un réseau et donc une collaboration intéressante. Donc, pour les business angels, par exemple, je vous invite à aller voir dans l'écosystème quels sont les business angels qui viennent de votre secteur, donc peut-être des anciens entrepreneurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il y a une question?
Non, il n'y a pas de question. Le roadshow, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la phase où on va commencer à contacter les investisseurs. Une fois que vous les avez identifiés et ciblés, vous allez pouvoir les approcher donc à travers des plateformes, à travers LinkedIn, grâce à votre réseau. Le réseau, c'est très, très important dans cet écosystème. C'est vraiment, ça fait vraiment partie des leviers pour aller trouver des investisseurs. Et donc, ce que je vous conseille ici, c'est de ne pas envoyer le même mail copier-coller à 250 contacts. Ce n'est pas comme ça qu'on lève des fonds. C'est vraiment de faire des approches personnalisées, justifiées. Pourquoi je viens voir tel business angel? Parce que je considère qu'au vu de ses expériences passées, il peut m'apporter quelque chose et que ce serait intéressant qu'on travaille ensemble, voire juste qu'on discute ensemble. La première approche, ça peut simplement être une discussion autour de votre sujet commun. Et puis, si ça fit bien, lui proposer un investissement. Ensuite, une fois que les investisseurs sont intéressés, ils vont faire ce qu'on appelle la due diligence. La due diligence, c'est le fait d'analyser en profondeur et en détail votre entreprise. Donc, il y a des sujets qui vont être, il y a des due diligence qui vont être très rapides. Si vous faites par exemple une application ou une marketplace, l'analyse, elle est rapide à faire. Il n'y a pas énormément de choses à vérifier. Si vous faites par contre une startup industrielle, ben là, l'analyse sera beaucoup plus complexe. On va venir avec des ingénieurs, avec des analystes sur place pour étudier ce que vous faites, etc. Une fois que la due diligence elle est validée, donc ça veut dire que l'investisseur n'a trouvé aucun red flag, aucune raison de ne pas investir dans la boîte, et bien là, on va passer dans la phase juridique et administrative de la levée de fonds. Il va vous envoyer une lettre d'intention, c'est son intention formalisée d'investir dans votre entreprise avec le montant. Et ensuite, vous allez passer au pacte d'actionnaires. Le pacte d'actionnaires, c'est le contrat qui vous lie avec votre investisseur. C'est ce qui va encadrer, c'est ce qui va régir finalement votre relation avec l'investisseur et ses droits et ses devoirs, la gouvernance, etc. C'est à ce moment-là qu'il est important de se faire accompagner par un avocat, puisqu'il y a un avocat spécialisé dans la levée de fonds de start-up, puisque c'est à ce moment-là que vous pouvez prendre un risque si vous travaillez avec un investisseur qui n'est pas forcément honnête. Et enfin, les démarches juridiques et administratives, ça c'est la réception des fonds sur le compte de la startup. Souvent, les fonds passent par un compte séquestre chez l'avocat et vont ensuite être déployés chez vous une fois que la levée de fonds est finalisée et closée, comme on dit. Avez-vous des questions sur les grandes étapes de la levée de fonds? Non. Alors, on va passer aux facteurs clés de succès. On va y passer rapidement dessus. Ça pourra faire l'objet d'une masterclass dédiée plutôt au pitch deck. Ce qu'un investisseur early stage regarde dans votre projet, c'est 3 choses principales. C'est votre équipe, parce que c'est sur vous qu'il investit. Il n'investit pas sur du chiffre d'affaires, puisqu'il n'y en a pas. Il investit vraiment sur les fondateurs de l'entreprise, sur ceux qui portent la boîte et sur votre complémentarité, sur vos capacités d'exécution. Il va vraiment chercher à comprendre ces sujets-là. Il investit également sur votre innovation. Donc, comment est-ce que vous mettez en avant le fait que votre innovation est unique, que vous vous différenciez de ce qui existe déjà sur le marché. Donc ça, c'est vos avantages concurrentiels, c'est les barrières à l'entrée que vous avez montées, c'est éventuellement des brevets, etc. Et enfin, le marché, donc la taille de votre marché et le potentiel de croissance existant sur votre marché. Voilà, donc ça, c'est vraiment les 3 choses qui sont importantes et qui vont faire que vous allez lever des fonds ou pas. Quels investisseurs choisir? Donc ça, c'est un sujet également très important. On parlait tout à l'heure du ciblage investisseur. Là, ici, vous avez les 4 grandes typologies d'investisseurs qui existent en early stage. Le business angel, le fonds de venture capital, le corporate venture et le family office. Le business angel, c'est vraiment l'investisseur de l'amorçage par excellence. C'est lui qui met les premiers tickets d'investissement dans les entreprises. Ici, vous avez des exemples de réseaux de business angel. Donc, Paris Business Angel, FAM Business Angel, INSEAD. Il faut savoir que les business angels ont tendance à se rassembler par intérêt, par point commun. Par exemple, Femmes Business Angel, c'est un réseau uniquement composé de femmes qui investissent dans des startups. L'INSEAD, eh bien, ce sont les alumni de l'école INSEAD. Voilà, donc ils se rassemblent par point commun. L'intérêt, c'est qu'ils rassemblent également leurs tickets d'investissement. Il n'y a qu'une seule analyse qui est faite pour un pool d'investisseurs. Donc, ça peut être intéressant d'envisager de lever des fonds avec ce type d'acteurs quand vous êtes au début de votre
de votre aventure entrepreneuriale. La deuxième typologie, ce sont les fonds de venture capital. Donc, eux, ils interviennent un peu après. Il y a des fonds qui se définissent très early stage, d'autres beaucoup moins. Donc, il faut vraiment apprendre à connaître ces investisseurs-là si vous voulez vous lancer dans la recherche d'investisseurs en fonds de venture capital. Kima Venture, par exemple, est un investisseur de l'early stage qui investit 150 000 € dans 2 boîtes par semaine. Donc, c'est vraiment de l'investissement de masse avec des petits tickets. Quand Idinvest, donc c'est Euraseo maintenant, investit des très gros tickets et est capable de faire des levées de fonds à plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, vraiment, vous vous intéressez à la thèse de l'investisseur, au secteur qu'il regarde. Il y a des fonds qui sont sectorisés, il y a des fonds qui sont dédiés vraiment à certaines industries, d'autres qui sont généralistes. Donc, c'est pareil, on se pose la question de qui on a besoin, qui on veut aller voir. Et on va aller voir une fois qu'on a des métriques quand même un petit peu dynamiques, avec 20, 30, 50 000 € de MRR, par exemple. Les corporate ventures, ce sont des investisseurs qui sont très intéressants puisque ce sont les fonds rattachés aux industriels, aux grands groupes, aux corporates et du coup qui cherchent à créer des synergies avec votre startup pour intégrer de l'innovation dans leur groupe et dans leur métier. Et enfin, vous avez les family office qui sont les holdings d'investissement des grandes fortunes. Vous avez Aglaé, la holding d'investissement de Bernard Arnault, la financière Saint-James qui est la holding d'investissement du cofondateur de vente privée. Généralement, ces family office ont des équipes d'investissement dédiées qui vont chercher à investir dans des sujets qui ont un intérêt quand même pour la famille qui a mis son argent dans ce family office, qui se rapproche de leurs activités. Et donc, ces différents investisseurs ont des profils différents. Et ce qu'il faut comprendre, c'est comprendre leur motivation, ce qui les pousse à investir dans des startups avant d'aller les voir. Parce qu'en comprenant leur motivation et leurs intérêts, vous allez pouvoir mieux les adresser. Les business angels, ils cherchent à réaliser une plus-value, ça c'est évident, mais surtout, ils cherchent à investir dans des entreprises qu'ils comprennent sur des secteurs qui leur parlent, sur des expertises, sur des secteurs sur lesquels ils peuvent apporter leur expertise en complément. Donc, il faut vraiment leur démontrer qu'il y a un lien entre leur profil et votre boîte. Les VC, ce qu'il faut comprendre, les fonds d'investissement, c'est que ce sont des poches d'argent qui ont pour but de générer de la plus-value pour des investisseurs qu'on appelle investisseurs institutionnels. C'est-à-dire que vous allez avoir des banques, des grandes entreprises qui vont confier leur argent à des fonds d'investissement, Iris Capital, par exemple, ou Serena. Et ces fonds vont investir l'argent dans vos startups. L'objectif, c'est de revendre ces startups pour atteindre une performance qui est demandée par les LPs. C'est ce qu'on appelle une obligation de performance, une obligation de résultat pour pouvoir relever des fonds derrière, recréer des fonds d'investissement. Et donc, le VC, il faut venir le voir en lui démontrant vos capacités de croissance forte, d'hypercroissance et d'exit, c'est-à-dire à qui il va pouvoir revendre ses parts de votre boîte dans 5 ans ou dans 10 ans. Il faut lui montrer des possibilités d'exit, parce que c'est ça qui l'intéresse. Et le corporate, on l'a dit tout à l'heure, l'objectif, c'est de montrer quelles sont les synergies entre vous et son métier et ses activités. Il ne va pas tellement chercher à faire de la plus-value avec votre startup, ce n'est pas tellement ça son intérêt. Son intérêt, c'est de réaliser des synergies financières, des économies également. En fait, investir dans votre boîte, ça lui permet de ne pas développer lui-même sa stratégie de recherche et développement ou une nouvelle ligne métier, etc. Est-ce que vous avez des questions sur les typologies d'investisseurs? D'accord. Donc, on va bientôt arriver à la fin de la présentation. Les attentes des investisseurs, donc on en a parlé, ce sont le chiffre d'affaires et la rentabilité, puisqu'on cherche à se rassurer aussi dans les investissements qu'on réalise aujourd'hui. Des signes de revenus forts. Votre équipe, hyper important, ça c'est vraiment les piliers de votre projet, c'est l'équipe, le marché, l'innovation.
des valorisations à la baisse et le retour des clauses contraignantes. Donc, cette slide, c'est vraiment le récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit avant. Vous l'aurez en récap de toute façon si on vous transmet la présentation. Donc, nos conseils sur la levée de fonds ici, c'est de revoir son timing. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on était sur des plans de financement qui prévoyaient 3 levées de fonds en 24 mois, aujourd'hui, on va espacer ces levées de fonds. On va se tourner également vers d'autres typologies de financement dont Sacha vous parlait tout à l'heure. On va vraiment montrer ses capacités, ses qualités d'entrepreneur. Et montrer ses qualités d'entrepreneur, c'est connaître ses chiffres par cœur, connaître son marché par cœur, être préparé quand on va voir des investisseurs, avoir préparé, anticiper les questions qu'on va nous poser, anticiper plusieurs scénarios et connaître parfaitement son point de rentabilité, ses charges, ses coûts et son chiffre d'affaires prévisionnel. Attention au bridge. L'equity bridge, c'est un pont de financement entre une première et une deuxième levée de fonds. C'est quelque chose qu'on a vu pas mal avec la complication et le ralentissement de l'écosystème, des startups qui avaient besoin finalement d'une allonge de financement pour atteindre la prochaine levée de fonds, sinon ils n'atteignaient pas leurs objectifs. Ça peut être une solution à court terme, mais ça envoie un message quand même de difficulté à vos investisseurs. Et envisager des modes de financement alternatifs qu'on va voir juste après. Les BSA, donc ça, c'est les dispositifs d'investissement. Il y en a deux principaux dans la levée de fonds. Il y a les BSA qui sont finalement un bon de souscription d'actions classique. Je prévois d'investir tant dans ton entreprise pour un nombre d'actions déterminé. Donc ça, c'est classique, il n'y a pas de difficulté. Et le BSAR qui est notamment utilisé quand on a des difficultés à valoriser son entreprise parce qu'elle est trop jeune et que les investisseurs n'ont pas envie de prendre un risque sur une valorisation qui est basée sur pas grand-chose. Donc, on fait un BSAR, c'est-à-dire que les investisseurs ne deviennent pas actionnaires immédiatement. Ils mettent un ticket d'investissement dans votre entreprise et leur ticket d'investissement sera converti lors de la prochaine levée de fonds où il y aura une valorisation déterminée. On encadre cette future valorisation par ce qu'on appelle un cap et un floor, une valorisation maximum, une valorisation minimum. Voilà pour les outils classiques d'investissement. Et enfin, les dispositifs alternatifs, parce qu'il faut savoir que le VC, la levée de fonds, ce n'est pas fait pour toutes les startups. En réalité, c'est fait uniquement pour les startups qui ont des besoins de financement pour accélérer très vite, pour aller atteindre de l'hypercroissance et conquérir un marché très rapidement. Il y a d'autres solutions qui existent, notamment quand vous êtes très early stage. Il y a le crowdfunding. Crowdfunding, c'est du don contre un produit ou sans d'ailleurs, ça dépend des plateformes. Il y a le crowd equity où là, vous allez avoir une prise de participation dans l'entreprise, mais avec des investisseurs individuels, particuliers. C'est même pas des business angels, ça peut être n'importe qui, via des plateformes comme SoWeFund, comme WeSeed, etc. Et le crowdlending, qui est également auprès de particuliers, mais ce sont des prêts que vous allez devoir rembourser avec ou sans taux d'intérêt. Donc ça, c'est à envisager. Le revenue-based financing, c'est une méthode de financement par la dette. Donc, il y a quelques acteurs en France qui font ça parce que c'est assez nouveau, notamment Carmen et Silver que vous voyez sur cette slide-là. L'idée, c'est que vous allez les voir avec un besoin de financement et des revenus récurrents qui sont… ici, on a mis assez élevé aujourd'hui. C'était il y a quelques temps. Aujourd'hui, ces entreprises-là peuvent redescendre quand même auprès d'entreprises un peu moins matures. Et donc, vous expliquez que vous prévoyez de faire un revenu récurrent sur l'année de 300 000 €. Et donc, ces entreprises-là vont vous prêter en avance les 300 000 € que vous allez réaliser à N+1 pour que vous puissiez faire des investissements dans le marketing, dans l'acquisition et générer effectivement ce chiffre d'affaires. Vous avez le venture debt. Le principe est le même que les fonds d'investissement de venture capital, mais au lieu d'acheter des parts de votre boîte, ils vont vous prêter de l'argent que vous devrez rembourser. Les taux d'intérêt sont souvent élevés, on est entre 8 et 15%, mais ça peut être une solution à la levée de fonds. Donc voilà pour ce qui est des alternatives à la levée de fonds. Dans la présentation qu'on va vous envoyer, vous avez aussi toute une partie sur le pacte d'actionnaires qu'on va pas mentionner aujourd'hui parce que c'est une présentation à part entière, mais vous pourrez la lire. Voilà,
voilà. Donc, nous, on a un peu fait le tour là des typologies de financement. Si vous avez des questions, on est dispo pour y répondre, que ce soit Sacha comme moi, sur le non-dilutif ou sur la levée de fonds. Et sinon, bah, écoutez, on va vous laisser. Merci beaucoup, hein, merci. On a appris beaucoup de choses avec vous aujourd'hui. Si je me rappelle bien, au début de la présentation, vous avez parlé de l'application Eldorado. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, bien sûr. Alors, en fait, Eldorado, c'est un cabinet de conseil et une plateforme. Donc, nous, notre activité principale, c'est d'accompagner les entrepreneurs sur leur sujet de financement. Donc, monter des dossiers, accompagner en levée de fonds, accompagner sur le financement bancaire, etc. Mais il y a également un outil digital qui s'appelle eldorado.co et qui vous permet de rentrer, de gagner en visibilité auprès de notre communauté d'investisseurs qui est composée de 3000 investisseurs. Donc, en fait, il faut créer un compte sur la plateforme. Donc, voilà, eldorado.co, je vous la mets dans le chat. Où est le chat? Ici. C'est via abonnement mensuel? Ouais, il y a un premium, effectivement, qui est un abonnement à 50 € par mois. Et il y a une formule aussi gratuite, mais qui ne vous permet pas de voir les investisseurs avec qui vous pouvez matcher. Et le matching se fait automatiquement via la plateforme ou il y a une intervention humaine, c'est-à-dire on met toutes les informations sur la plateforme et après il y a quelqu'un qui va traiter ces informations, faire le matching, ou ça se fait d'une façon avec l'intelligence artificielle Ouais. Vous remplissez votre profil sur la plateforme et c'est un algorithme qui va vous faire remonter les investisseurs qui correspondent à ce que vous avez rentré sur votre profil. Merci, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bon, bah écoutez, merci à tous pour votre participation. Et puis, on va s'arrêter là, du coup, sauf si Sacha, tu as un mot à rajouter. Non. Non, pour moi, c'est bon. Encore une fois, on va transmettre les liens d'audit à Nathanaël. Et voilà, si vous souhaitez nous rencontrer, il n'y a pas de souci. C'est top. En tout cas, merci beaucoup Aude et Sacha pour la présentation. C'était très clair. Du coup, pour information, donc la conférence sera publiée sur la chaîne YouTube de l'Accélérateur M. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez la revoir. Et pour ceux qui se sont inscrits aux prochaines conférences, donc on se retrouve lundi 19 pour la présentation du réseau Entreprendre avec Hubert Noto, donc à 10h. Et voilà, et je souhaite une bonne journée à tout le monde. Et merci pour votre participation. Bonne journée. Bonne journée.